Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine, où je parle des livres en cours de lecture ou des livres lus durant la semaine ou commencés durant la semaine, bref, un arrêt sur image au moment de mes lectures où on part peut-être un peu dans toutes les directions, on parle de l'expérience de la lecture et donc je vais à nouveau reprendre les lectures où j'en suis. Tantôt on parle de peu de livres, tantôt il y en a plus, il y en avait que 2 la semaine passée, et cette semaine, ben voilà, il y a tout ce tas ici. Ce tas ici, alors il comporte les 2 livres de la semaine passée, en tout cas les 2 auteurs de la semaine passée, parce que pour l'une des autrices dont je parlais la semaine passée, j'ai lu autre chose dans cette pléiade où il y a évidemment plusieurs livres regroupés en un seul grand livre. Donc voilà, je vais un peu parcourir tout ceci, parler de mes lectures. Alors, par quoi commencer ? Peut-être commencer par ce que j'ai terminé la semaine passée, et peut-être aussi par une expérience de lecture, j'allais dire décevante, je ne sais pas si c'est décevant, oui quand même, mais surtout un livre que j'ai lu avec le sentiment de passer complètement à côté, de ne pas comprendre l'enjeu du livre, d'être totalement insensible, ou sinon insensible, du moins dans une sorte de stupéfaction en lisant ceci, ou d'interrogation. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos. Un livre, je crois que je peux dire que je n'y ai pas compris grand-chose. Tout ce vocabulaire de la sainteté, de la tentation, du diable, très, très catholique à l'ancienne, d'une sorte de drame intérieur, de type qui se flagelle et puis qui ensuite est confronté à une sorte de diable abstrait. Alors il y a l'histoire de Mouchette, cette femme qui tue et qui se tue, et le curé qui là aussi réagit à ceci, mais tout ceci m'a paru dans la manière dont c'est raconté, dans le style, dans une certaine grandiloquence. Voilà, je suis passé un peu, peut-être même beaucoup à côté de ce livre. Lisons quand même un extrait, peut-être que j'aurai une révélation en lisant un petit extrait. À ce moment, le regard du saint de Limbre, donc c'est le curé dont on parle dans toute cette histoire, qu'on présente comme un saint, on ne sait pas trop s'il l'est vraiment, ou lui ne sait pas trop, il vit une expérience mystique, alors peut-être que je n'ai pas assez vécu d'expérience mystique pour bien comprendre, en tout cas, voilà, tout ça est assez étrange. À ce moment, le regard du saint de Limbre rencontra celui du mort, et s'y fixa. Le regard d'un seul de ses yeux morts, l'autre clos, abaissé trop tôt sans doute, et par une main tremblante, la rétraction du muscle a soulevé un peu la paupière, et l'on voit, sous les cils tendus, la prunelle bleue déjà flétrie mais étrangement foncée, presque noire. Du visage blême au creux de l'oreiller, on ne voit qu'elle, au milieu d'un cerne élargi. Vous voyez que je me plante avec les mots, il y a quelque chose qui accroche aussi pour moi dans le rythme, dans la lecture. Et c'est ce sentiment que j'ai parfois dans certains livres que je n'arrive pas à accrocher. C'est-à-dire quand je le lisais, ce livre-là, très souvent je gambergeais, je pensais à autre chose. Alors qu'il y a d'autres livres, pas forcément plus faciles à lire. On parlera après de Nathalie Sarraute à nouveau, dont j'avais déjà parlé, j'avais déjà confronté Bernanos et Sarraute la semaine passée. Sarraute, on ne sait pas trop de quoi elle parle. Et pourtant, on est complètement dedans. Là, je n'accroche pas. Il y a quelque chose qui me retient. Le petit corps dans son linceul jonché de lilas a déjà cette raideur et ces angles du cadavre autour duquel
Notre air, si amoureux des formes vivantes, paraît solidifié comme un bloc de glace. Le lit de fer, avec son froid petit fardeau, ressemble à un merveilleux navire qui a jeté l'ancre pour toujours. Il n'y a plus que ce regard en arrière, un long regard d'exilé aussi net qu'un signe de la main. Certes, le curé de Limbre ne le craint pas, ce regard, mais il l'interroge, il essaye de l'entendre. Tout à l'heure, dans une espèce de défi, il a passé le seuil de la porte, prêt à jouer, entre ces quatre murs blancs, une partie désespérée. Il a marché vers le mort, sans attendrissement, sans pitié, comme sur un obstacle à franchir, une chose à ébranler trop pesante, et voici que le mort l'a devancé, c'est lui qui l'attend, pareil à un adversaire résolu sur ses gardes. Voilà. Alors évidemment, il y a quelque chose qui a du souffle, mais... Et là encore, c'est un des passages les plus concrets, parce que souvent, c'est plus abstrait. On est dans la tête de ce personnage, avec du point de vue d'autres personnages aussi, mais... Voilà, donc ce soleil de Satan ne m'a pas vraiment éclairé, alors j'ai refermé le livre avec... Alors peut-être je ne l'ai pas lu au bon moment, peut-être que je ne sais pas, mais vraiment il y a quelque chose qui n'est pas passé avec ce livre-là. Alors que le courant passe mieux pour d'autres livres que je lis en ce moment, ou que j'ai lus cette semaine, Nathalie Sarraute. Venons-en assez rapidement. Nathalie Sarraute, c'est donc ses œuvres complètes ici en Pléiade. Je me suis lancé dans cette lecture-là. J'avais lu donc la semaine passée les Tropismes, et je suis donc dans son premier roman. Les Tropismes sont des textes brefs, tandis qu'ici il y a un roman construit d'une manière qui peut nous perturber, mais qui me perturbe beaucoup moins que Bernanos. C'est donc Portrait d'un inconnu. Le narrateur est un narrateur hésitant. Ici, il y a un narrateur qui dit « je », qui essaye de décrire deux personnages, peut-être d'autres encore, mais deux personnages surtout, un père et sa fille, dans leurs rapports les plus proches, mais ce narrateur n'y parvient pas. On ne sait pas trop qui sont ce père et cette fille, qui est le narrateur qui les observe et essaye de nous raconter quelque chose d'eux, mais quoi ? On l'ignore un peu, il y a beaucoup d'inconnus, mais pourtant, il y a une intensité dans l'écriture qui est extrêmement forte, une attention aux détails, et aux détails qui sont à la fois des détails du décor, du détail du lieu, et aux détails de la pensée, aux détails de ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe même dans l'écriture, et dans comment appréhender ces personnages, ces êtres réels, pas tout à fait, ou peut-être quand même un peu, présentés comme des larves parfois, comme si on devait, ou des insectes, comme si on devait les observer, mais avec un peu de dégoût, parce que les rapports entre ce père et cette fille sont assez complexes, et tout ça est raconté avec une grande force, beaucoup d'hésitation. On ne sait pas trop interpréter ce qu'on décrit, et parfois tout d'un coup ça s'emballe. Alors je vais justement lire un petit passage, en plus qui me permettra de passer un peu directement au livre suivant, où on nous décrit cet homme qui voit sa fille ou pas tout à fait sa fille, mais enfin, il voit, ou il accuse sa fille d'avoir cassé le porte-savon, enfin quelque chose de ce genre-là. Ça sera plus précis quand je le lirai véritablement, et puis qui ensuite va faire un drame de cette histoire-là, de ce détail-là. Alors je vais essayer de retrouver le passage. Voilà. Sa pensée, maintenant, tandis qu'il est couché dans son lit, parcourt ses contours rigides, précis.
Elle les examine, les palpe, fait le tour du propriétaire. La barre de savon a été coupée. Voilà le petit détail qui enclenche la pensée. Elle a volé un morceau de la barre de savon. Il l'a toujours su, elle le pompe, elle le gruge. Il a beau se méfier, ne rien laisser traîner à sa portée, il ne peut pourtant pas tout tenir sous clé. Ce n'est pas pour rien qu'il trouvait que le savon filait tellement ces derniers temps. Ce n'est sûrement pas la première fois. C'est comme le beurre, l'an dernier, le cirage. La bonne l'avait déjà remarqué, mais il n'y a rien à faire. Il faudrait tout cacher. Elle est là, toujours à l'affût, en train de l'épier. Elle grignote par petits morceaux. Elle l'a toujours trompé, volé. Comment a-t-elle eu l'audace d'en couper un si gros bout, peut-être? L'avait-elle fait en plusieurs fois? Mais non, pourtant, il ne croit pas. Elle portait un assez gros paquet. Comme la boule de billard japonais lancée d'une main maladroite, au lieu de bondir loin de la rainure qui la retient, fait un tour complet et revient. Ainsi sa pensée se met maintenant à tourner inlassablement sans pouvoir s'échapper. Là, on sent l'influence de Proust. Il y a aussi dans les images japonaises, dans le moment de la Madeleine, et on scrute la pensée d'un personnage, qu'on sait personnage, et peut-être d'ailleurs que tout ceci n'est qu'illusion sur la pensée du personnage. Mais là, on est vraiment au cœur de cette pensée de ce type qui ressasse. Donc la boule japonaise, la pensée, elle tourne en rond, sans fin et revient au point de départ. Son geste, son bond, la façon dont elle s'est effacée devant lui dans le couloir. Ce n'est pas la première fois. Il avait beau la surveiller. L'année dernière déjà, quand ils avaient convenu, pourtant fixé après Dieu sait quelles scènes, quelles histoires, combien il lui verserait chaque mois, il a la conviction qu'elle venait chipper du beurre dans son garde-manger. C'était une véritable manie. Il vaudrait mieux fermer. Mais non, la bonne. Et puis l'image revient de nouveau, la barre fraîchement coupée, son sourire de fausse ingénuité. Il ne s'y était pas trompé, elle le gruge, elle le ronge. Il sait maintenant qu'il en a pour des heures. L'insomnie va se prolonger. Sa pensée, comme la boule de billard japonais, va refaire le même parcours. Petit à petit, il lui semble qu'il sent dans son esprit comme un membre engourdi. Toujours quelque chose de très physique dans la manière dont on décrit la pensée. C'est sans doute ça qui me manque chez Bernanos, où on est dans quelque chose de beaucoup plus abstrait, me semble-t-il, en tout cas beaucoup plus intellectualisé. Tandis que là, cette image de la boule de billard et cette image de la boule de billard qui va refaire le même parcours. Petit à petit, il sent dans son esprit, comme dans un membre engourdi, une sorte de crampe, de lourdeur, tandis que sa pensée, sans pouvoir s'échapper, tourne toujours. Maintenant sa trajectoire est si bien tracée qu'elle ne subit plus d'un tour à l'autre aucun changement. Le mouvement devient peu à peu mécanique. Le bon, la barre de savon, sa dissimulation, elle le ronge, elle le gruge. On a ces répétitions qui viennent montrer cet aspect mécanique. Il sent une fatigue, un écœurement, son cerveau est comme durci, vidé. Seule la petite boule, inlassablement, court toujours. Il fait un effort pour lui donner une impulsion, qu'il la fasse bondir hors du sillon. Il cherche à la pousser dans une autre direction. Le livre qu'il vient de lire, auquel il s'était promis pourtant de bien réfléchir, cette nouvelle théorie si curieuse sur l'évolution, ce petit bouquin si intéressant, mais non, il n'y a rien à faire, elle est maintenue solidement, la barre de savon coupée, l'inflexible réalité l'enserre entre ses parois rigides. Il essaye de recourir à d'autres moyens déjà éprouvés, très recommandé dans les cas d'insomnie. Il compte jusqu'à 100, jusqu'à 1000, espérant par un procédé analogue à celui du brouillage pratiqué à la radio contrecarrer son mouvement, mais il ne fait qu'énoncer machinalement les chiffres, tandis que sa pensée emprisonnée court toujours dans le même sillon.
description extraordinaire de l'insomnie que celle-ci est, qui me semble très juste pour avoir vécu des moments d'insomnie où on cherche à dormir. J'en reparlerai tout à l'heure d'ailleurs à propos d'un autre livre. Mais voilà, par moments il éprouve une exaspération terrible, le besoin d'arrêter cela à tout prix, de se lever, de courir chez sa fille, de la prendre par le collet, de la secouer, de crier, de lui dire qu'il l'a démasquée, de lui sortir ses vérités. Mais il fait nuit encore, et il est seul, couché là, impuissant. Elle le tient à sa merci, elle draine ses forces. Ce sera encore une nuit blanche pendant laquelle, comme un vampire, elle l'aura sucé, vidé. Demain, il se lèvera la tête bourdonnante et vide. Mais peu à peu, à mesure que le jour se lève, la petite boule dans son esprit ralentit son mouvement. Elle n'avance plus maintenant que par bonds espacés, on dirait qu'elle s'arrête un peu de temps en temps, et quand le jour se lève tout à fait, quand le voisin ouvre ses volets, quand la bonne referme en entrant d'un claquement familier la porte de la cuisine, la petite boule s'arrête, le calme se fait en lui, et il s'endort enfin d'un sommeil apaisé d'enfant. Le réveil est paisible, la barre de savon posée sur la planche au-dessus de l'évier luit doucement au soleil matinal, comme le sable moiré de la plage après une nuit d'orage. C'est quand même terriblement bien écrit, ceci. En tout cas, voilà, typiquement, à nouveau, par rapport à ma lecture de Bernanos, il y a quelque chose qui coule. Ici, bon, là, évidemment, cette métaphore filée de la boule pour décrire l'insomnie qui est très bien montrée. Alors ensuite, ce qui est intéressant chez Nathalie Sarraute, c'est que directement après, c'est comme si tout cela n'avait peut-être pas vraiment existé, puisque le paragraphe suivant, c'est « Rien ne subsiste des obsessions, des tourments de la nuit. Ils font penser à ces taches, ces ombres que forment sur l'écran dans la chambre obscure les os d'un corps humain traversé par les rayons X. Elles disparaissent dès qu'on rallume la lumière et le corps retrouve son opacité. » Donc tout d'un coup, tout cela s'est effacé. Alors, cette description dans ce portrait d'un inconnu, que je n'ai pas tout à fait terminé, donc j'en reparlerai la semaine prochaine, c'est la question évidemment de l'insomnie de cet homme qui ressasse et qui voudrait savoir le fin mot de l'histoire sur cette histoire de savon, donc sur ce petit détail. Alors bon, la question de l'insomnie, elle est présente évidemment dans un livre que j'ai lu cette semaine, un petit livre qui s'appelle Bien dormir. Bien dormir, les techniques naturelles et les astuces pratiques pour retrouver le sommeil durablement, de Nathalie Ferron, dans une collection qui s'appelle C'est malin. Alors pourquoi je lis ça ? C'est un peu presque un hasard, c'est pas forcément parce que j'ai des problèmes d'insomnie énormes. J'en ai eu à un moment donné, mais là ça va en ce moment, enfin ça dépend, il y a des fois des nuits plus difficiles que d'autres, mais ça, bon, c'est assez normal. C'est que ce bouquin-là, je l'avais reçu dans une librairie que je fréquente assez souvent. D'ailleurs, une partie des livres dont je vais parler sont achetés dans cette même librairie, les deux suivants. Et donc, il était offert pour l'inauguration de la librairie. Il y avait un choix de livres un peu pratiques, si vous voulez, sur la nourriture, sur d'autres éléments liés à la santé, etc. Puis bon, j'avais choisi ce Bien dormir, justement parce que le sommeil n'a pas toujours été facile pour moi. Donc voilà, alors c'est un petit livre qui est tout à fait qui est intéressant, mais qui est une sorte de condensé de trucs, si vous voulez, pour bien dormir. 7 bons réflexes pour trouver le sommeil, préparer votre chambre au sommeil. Ça nous parle de la couleur des draps et de la matière du lit. Donc de la literie, des matelas, etc. Donc voilà, deuxième truc, bouger. Faire du sport, mais pas trop tard dans la soirée. Alors, c'est des conseils que j'avais déjà lus, qu'on trouve un peu partout, hein, donc c'est pas si comme ça. Faites si besoin une petite sieste, mais petite la sieste. Ou encore,
continuons nos conseils. Gérez les émotions qui vous empêchent de dormir. Si vous êtes obsédé, comme notre personnage de Nathalie Sarraute, par le savon dans la salle de bain, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on pourrait conseiller à notre personnage la sophrologie, le yoga, la respiration yogique, ou le body scan, balayage corporel, la méditation, etc. Le training autogène de Schultz, bon, j'ai lu ça, voilà, je le fais pas, enfin, je n'ai pas suivi tout ça. Bref, donc des conseils, et évidemment, avec aussi une partie un peu plus médicale, qui nous explique les différents types d'insomnie, et puis des trucs... suivant aussi les personnes qu'on est, si vous êtes des grands voyageurs ou si vous êtes des femmes enceintes, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes soucis pour vous endormir, etc. Bref, bien dormir, voilà, ça c'est un petit bouquin que j'ai lu qui comporte des conseils qui me seront peut-être utiles. Si un jour j'arrive plus à dormir, je le ressortirai. Il y avait un livre que j'avais donné à quelqu'un, je ne sais plus à qui m'avait beaucoup intéressé, de Marie Dariussec là-dessus, je ne sais plus comment ça s'appelle, où elle raconte ses insomnies, que bon, elle a tout fait, tous ces trucs-là, ça n'a pas marché, et puis elle en fait un objet littéraire que j'ai beaucoup apprécié, mais que j'ai perdu, voilà. Alors bon, je vais continuer à parler des livres achetés dans la librairie qui m'a offert ce livre-là, notamment un livre que ma libraire m'a conseillé, et que je lis en ce moment dans le train. Ça s'appelle Au prochain arrêt, de Hiro Arikawa. On est au Japon et tout se passe dans un train qui fait un seul parcours, aller-retour, et on y rencontre les personnages qui sont dans ce train, qui descendent à un arrêt, qui rentrent à l'arrêt suivant, etc. Il y a l'aller et le retour, alors j'en suis à peu près à la moitié du livre, j'ai presque fini la partie qui s'appelle Aller, composé de chapitres. Alors si on lit les titres des chapitres, donc allez, on a Takarazuka, Minamiguchi, etc. Et évidemment, ça fait miroir, puisqu'on a le retour où Takarazuka, c'est le dernier chapitre aussi, et donc on fait l'aller et le retour avec ces personnages-là qui se rencontrent, qui racontent un peu les histoires. Donc on a plein d'histoires qui sont racontées. Ça commence par peut-être un amour naissant, un jeune homme qui se rend compte, et qui rencontre aussi, mais qui se rend compte que la fille là, qui est juste à côté, elle a le même manuel que lui, donc elle doit suivre le même cours, donc c'est un moyen de l'aborder, et puis assez rapidement, quelque chose se crée, mais ils descendent au même arrêt, donc est-ce qu'ils remonteront à l'arrêt suivant à la fin, je ne sais pas. Et puis il y a une histoire aussi assez forte d'une femme qui se trouve en robe blanche, presque de mariée, mais qui s'est rendue à un mariage en s'habillant en blanc alors qu'elle n'était pas la mariée, mais c'est le mariage de son ex qui l'a un peu trompée avec la mariée. Et elle est allée à ce mariage pour se venger et pour montrer qu'elle était plus belle que la vraie mariée. Donc on voit des histoires comme ça, et puis alors, il lui arrive aussi des aventures. Il y a une vieille dame avec un enfant et des étudiantes, il y a des personnages assez multiples et dont on suit l'histoire en fonction des arrêts de train. On est dans le train ou en gare. Et pour l'instant, je l'ai lu vraiment. Tout ce que j'ai lu, c'est dans le train ou dans des gares. Et donc, je vais continuer. Là, demain matin, dans le train, je lirai ça. Et donc, voilà. Alors, juste pour peut-être un petit passage, le début. Donc, on est à Takarazuka. Alors, exactement où c'est, je ne sais pas, mais ça nous décrit justement l'ambiance du train. Alors évidemment, quand vous lisez ça dans le train, vous observez les gens du train différemment, peut-être. Quand on prend régulièrement le train, ce qui est mon cas,
on voit on peut faire des sortes de typologies de gens dans les trains, ou alors, évidemment, quand on fait le même parcours toujours, il y a des gens qu'on voit, on ne les connaît pas, mais on voit, ah tiens, le train, donc quand je prends le train de 6h36, il y a cette personne-là qui est là, d'habitude elle est dans ce wagon-là, il y a celui-là, etc. Puis évidemment, il y a aussi d'autres gens qui troublent ces habitudes, parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas le train tous les jours, mais qui sont là une fois, évidemment, qui peuplent le train. Bref, lisons ce que nous dit Hiro Arikawa. Arikawa, oui. Les gens qui prennent le train seuls se composent en général une mine indifférente. Leur regard, qui va des publicités placées en hauteur aux paysages à l'extérieur, erre en évitant sans cesse de croiser celui d'autrui. C'est une observation assez fine, et effectivement. Ça, c'est valable au Japon, mais pas seulement. Ou alors, ils passent leur temps à lire quelque chose, à écouter de la musique ou à fixer l'écran de leur téléphone. Ça, c'est évidemment la majorité aujourd'hui. Moi, je lis ça. Au prochain arrêt. Si je voyage seul, si je ne suis pas seul, là, l'autre matin, je suis presque déçu des fois quand je croise des gens que je connais. Et que ça m'empêche de lire. Mais bon, ça, c'est non. En fait, non, parce que si vraiment c'est des gens que je connais que j'apprécie pas, je vais me faire semblant de ne pas les avoir vus. Bref, une personne seule qui n'agira pas ainsi et exprimera une émotion attirera l'attention. Masashi avait déjà vu la jeune femme qui était montée dans le train à Kiyoshi-Kojin comme lui. Cet arrêt, l'avant-dernier sur la ligne Hankyu-Takarazuka, est le plus proche de la bibliothèque principale de Takarazuka. Entré dans la vie active depuis 4 ans, Masashi la fréquentait environ une fois toutes les 2 semaines, parce qu'il aimait lire et qu'il y trouvait des informations utiles à son travail, mais plus encore parce qu'il n'avait pas de petit ami et qu'il y allait les jours où il n'avait pas prévu de rencontrer des amis. Cela faisait qu'il connaissait de vue non seulement les bibliothécaires, mais aussi certains habitués. Par exemple, un vieil enquiquineur qui cherchait toujours noix aux employés. Et cette jeune femme, aux longs cheveux brillants, qui l'avait un jour privé d'un livre qu'il visait. Et évidemment, cette jeune femme se trouve dans le train. Bon, et c'est cette jeune femme-là avec qui il va, même s'il se fait une mine indifférente, il va nouer contact. On parle d'amour naissante, c'est le regard d'autres voyageurs qui pensent ceci. Mais évidemment, le retour nous donnera peut-être la réponse. Alors, voilà, ça c'était le voyage aller dans ma lecture de ce livre-là, dans les commentaires que je peux en faire. Mais peut-être bien que la semaine prochaine, je vous parlerai du voyage retour. Alors, il me reste encore 3 livres à parler, mais il y en a 2 qui vont ensemble. Alors, toujours racheté chez ma libraire, mais celui-là, c'est pas sur son conseil, c'est parce que je suis pas mal l'autrice dans ce qu'elle poste sur les réseaux. Et donc, ce livre-là m'intriguait. Je l'ai à peine commencé, donc je ne vais pas pouvoir en parler beaucoup aujourd'hui, mais je vais quand même commencer à en parler. Il s'agit de Bruit de Anne Savelli, un livre qui est construit. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un roman? Toujours, peut-être que ça n'a aucun intérêt de poser la question comme ça. D'ailleurs, je ne vais pas la poser. Mais ça raconte une ou des histoires, comme ces histoires de train, ça raconte plusieurs histoires, ou d'autres livres dont il est question, peut-être aussi chez Nathalie Sarraute. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on suit des événements qui ont lieu minute après minute. Ça commence à 6 heures. Il y a des crochets, c'est écrit 06 2.00, 6 heures. Cité, palier, voilà, le premier lieu. Ça commence. C'est pas tout à fait le début, parce qu'on a F, on l'appellera F. Demain, elle sera portée disparue. Pour l'instant, il est 6 heures. On nous annonce déjà que demain, elle sera portée disparue. Pourquoi ? Ça se terminera à quelle heure ? Ça se terminera beaucoup plus tard, 20h29.
Est-ce que c'est le même jour? Je ne sais pas. Le livre est assez épais. Et donc, on suit minute après minute ce qui se passe, mais pas seulement au même endroit. Tout d'un coup, on n'est pas toujours à la même place. C'est toujours un peu avec un point de vue qui n'est pas forcément très clair. F, vous voyez, le nom du personnage, il est vague. Et ça commence. Ça recommence. C'est un mur qui s'effondre, le fusil sur ta tempe, c'est un trou dans ta tête, fillette. Le cœur, le corps dressé, et tu ouvres la bouche, main à plat sur le lit et vite sur les oreilles, mais il n'y a rien à faire, fillette, c'est quoi? C'est quoi encore? Et ça fait quel bruit? Ce n'est même pas que ça frappe, ça fait quoi? C'est le cœur trop fort, arrêté pour de bon, mais non, tu n'es pas morte. Alors ça sort d'où? C'est ici. À côté, c'est le mur qui s'effondre, un troupeau d'éléphants, de buffles, c'est l'armée. Ça te traverse la tête, s'infiltre dans ce trou de la tête que le bruit a creusé, ça vibre et tu l'entends, c'est un bruit dans une brèche, quelle brèche? C'est un choc vertical, une masse contre un mur. Un mur, non, c'est plutôt le palier, c'est des coups répétés, ça cogne à la surface, ça détruit et ça fend la porte de la chambre, la porte de l'entrée. Voilà comment ça commence. Visiblement, on découvre les choses petit à petit. Alors, bon, j'en suis... là, c'était 6 heures. Là, j'ai arrêté à 6h22. Donc, je ne peux pas en dire grand-chose du récit. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont les choses sont racontées, dont les choses sont toujours racontées par le petit bout de la lorgnette, en étant dans la précision, dans la finesse. Et il y a quelque chose qui, dans les lectures que je fais en ce moment, me fait penser aussi à Nathalie Sarraute, dans cette attention à la fois aux détails concrets et extérieurs, mais aussi à ce qui se trame dans la tête des gens qui n'arrivent pas à s'endormir, là encore, ou qui se réveillent brusquement à 6h du matin parce qu'on est en train d'enfoncer la porte de l'appartement d'à côté. Alors voilà, je ne vais pas en dire plus parce que j'ai vraiment pas encore lu grand-chose de ce livre-là, mais il en sera question bientôt. Dernier livre au pluriel dont je vais parler, Les Indociles. Les Indociles, j'en ai déjà parlé, c'est des bandes dessinées qui se passent dans le Jura suisse, donc dans mon pays. Les volumes 3 et 4, on a Martina, les années 80, on dirait 80 dans mon coin, mais dans le Jura pas, on dit bien 80, et puis volume 4, Joseph, les années 90, ça c'est dit correctement. On suit ces personnages depuis les années 60, et il y a encore un volume que je n'ai pas lu, les années 2000, autour de je ne sais plus quel personnage. Alors il y a le personnage de Lulu et puis celui de son fils Siddhartha notamment, et puis Chiara aussi. Enfin bref, on suit les mêmes personnages. Il s'agit de marginaux un peu, ou de gens qui ont choisi de vivre un peu en marge, notamment dans une sorte de ferme un peu à l'extérieur d'un village où ils veulent inventer un monde meilleur, un peu des sortes de hippies. Mais évidemment, dans les années 80 et 90, les utopies, petit à petit, ça bat de l'aile. Et les personnages vieillissent. Alors, il y a des générations suivantes qui arrivent, mais tout ceci est raconté avec... On suit vraiment ces personnages dans leur évolution, dans le temps long. Vous avez aussi des rapports humains libres, notamment, mais qui sont compliqués, les rapports homosexuels, par exemple, qui sont compliqués dans ces années-là, qui sont peut-être encore pour beaucoup. La femme qui est la mère de Siddhartha, et qui a donc couché avec Lulu, est lesbienne, mais c'est pas très très bien vu, et le pauvre Lulu est un peu perturbé par la femme de celle qui est la mère de son enfant. Enfin, vous voyez un peu les choses compliquées qui peuvent se passer, et puis bref, donc les rapports humains sont compliqués, et puis tout cela est dessiné aussi avec beaucoup de finesse. On voit petit à petit les choses changer.
Le personnage ici, dont j'ai oublié le nom maintenant, c'est Joseph, logiquement, affirme petit à petit son homosexualité, mais les choses tournent pas toujours très bien quand même dans notre lieu un peu en dehors du village. Là, on le voit ici où on fait du bruit, donc ça dérange les voisins. Et donc, bref, tout ça est à la fois dans le quotidien, mais en même temps, c'est toute une époque qui est mise en avant. Tiens, il y a de la politique un peu. Là, on nous montre quelques images de personnages d'extrême droite dans les années 90 qui faisaient un peu peur, où Lulu apprend aux enfants à les reconnaître et à pas les apprécier, à leur donner des mauvais noms. C'est qui celui-là? Blokaka, donc Christophe Blocher, le patron de l'UDC en Suisse, et lui, Lapine, Le Pen évidemment, et lui, non, pas Juppédé, c'est Berlusconard. Bon, bref, vous voyez le genre. Donc il y a un engagement politique là derrière, mais c'est surtout la vie en société. Tiens, vous voyez, Hélène et les garçons, ça nous remet dans une époque. J'y ai même vu, alors c'est l'époque de ma jeunesse, ça. Alors là, les personnages sont moins jeunes que moi, mais j'ai vu, il y a de ces espèces de, j'allais dire, des Madeleine de Proust, on a déjà évoqué ça avant à propos de Nathalie Sarraute, mais dans le sens un peu plus banal du terme. Il faudrait que je le retrouve, parce que il joue à des jeux électroniques très anciens, c'est peut-être même pas les années 90, c'est peut-être avant encore, un jeu où on devait ramasser des parachutistes qui tombaient et on devait guider des bateaux pour les accueillir. C'est peut-être les années 80, ça. Puisque c'est mon enfance, je ne sais plus. Bref, voilà, il y a quelque chose qui est assez touchant dans ces deux, enfin plus que deux, il y en a 5 livres donc de bande dessinée, Les Indociles, et puis un éloge de l'indocilité, et en même temps on nous montre la difficulté qu'il y a à être indocile. Alors la lecture est peut-être une école d'indocilité, et c'est sur cette phrase-là que je vais m'arrêter. La semaine prochaine, on reparlera de plusieurs des livres dont il a été question. Puisque je vais reprendre le train, il sera question du prochain arrêt. Il sera toujours question de Nathalie Sarraute. Peut-être le volume qu'il me reste à lire de ce livre-là. Les bruits d'Anne Savelli aussi. Bref, on a de quoi prendre du plaisir, réfléchir et parler. Mais je vais me taire maintenant et vous dire au revoir et à bientôt.